Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, on va passer 1 heure à parler de fin de manga, un peu comme dans la série d'émissions qu'on a fait, nos mangas à suivre. Ici, on est sur nos fins de manga, donc qui sont plus du tout à suivre. Chaque personne de l'équipe a choisi un manga s'étant terminé en cette année 2025 pour donner son sentiment sur le développement et sur la fin de ces séries. Attention, il y aura donc forcément du spoil, beaucoup de spoil, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas vous présenter les mangas dont il est question. Par conséquent, on va même vous donner peut-être envie aussi de les lire. Et si vous y êtes pas mis, parce que vous le savez tous maintenant, le spoil, c'est bon pour la santé, ça c'est vrai. Les 5 mangas dont on va parler aujourd'hui sont... Robin, on commence avec toi. Earth Gear, si vous aimez les grosses bagarres de robots avec des beaux dessins, c'est pour vous. Johnny. Moi, ce sera Oshinoko, si vous aimez les idoles édulcorées, c'est trop bien. Cagnard. Moi j'ai pris The Fable, si vous souhaitez un après-midi mafieux en toute décontraction, un manga très singulier. Et toi Julie? Moi j'ai pris L'habitant de l'infini, Bakumatsu, parce qu'il y a du sabre et de la baston. Moi je termine avec Ichinose, histoire que tout le monde déprime à la fin de cette émission. Nos fins de manga c'est maintenant, et c'est dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer et aimer nos fins de manga. Salut Robin, salut Julie, salut Cagnard, salut Johnny. Salut. Ça fait du bien de terminer une série, non? D'aller au bout. Série de pompes, tu veux dire? Non, une série, un manga, tu vois, d'être allé jusqu'au bout, de pas avoir lu qu'en tome 1, d'être allé au bout de la série. Oui, d'avoir l'œuvre dans son ensemble. Après, Oshinoko, c'est que 2 tomes, alors. Est-ce que tu as tout lu? Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la 5e de couvre, le podcast Manga Hebdo depuis 10 ans. Donc scrollez sur vos apps podcast, il y aura toujours une émission pour vous. Merci à tous de nous soutenir en écoutant. Et si vous aimez ce qu'on fait, c'est important, laissez un commentaire, une note ou partagez l'épisode autour de vous. On parlera de Ichinose à la fin de cette émission. On parlera donc de The Fable, de l'habitant de l'infini Bakumatsu et de Oshinoko. Mais pour commencer, voici Earth Gear. Robin, c'est ton choix. Earth Gear s'est terminé cette année après une très longue pause. Est-ce que tu peux nous refaire le pitch du manga? Oui, alors pour vous le pitcher, Earth Gear c'est un récit post-apo. On pourrait même dire que c'est un road trip post-apo entre une jeune fille qui s'appelle Roux, comme une roue avec des engrenages, et d'un robot de combat qu'on appelle donc des gears dans cet univers, qui s'appelle Chrome, qui est un gear de 5e génération. Donc c'est un type de gear de robots très 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 évolués qui ont des technologies en ce qui le concerne de combat très développées et Chrome va en gros se donner pour mission de protéger Roux à tout prix dans son objectif qui est de finalement trouver un moyen de ressusciter entre guillemets son oncle qui s'appelle Z, qui est un autre robot qu'elle a connu quand elle était petite, qui l'a élevé quoi. Et Z s'est fait attaquer par un robot déviant qu'on appelle les Insane dans cet univers. Et Z étant détruit, Roux va devoir trouver un moyen, une technologie pour lui rendre sa forme qu'il avait avant qu'il soit détruit. Et Chrome va l'aider dans cette quête. On est genre dans notre futur ou on est vraiment dans un univers totalement alternatif? Non, on est censé être dans le futur, dans un futur très éloigné où donc l'humanité a développé des robots de plus en plus perfectionnés à tel point que on ne sait pas, enfin si on sait qu'il y a eu une guerre entre guillemets qui a vraiment annihilé l'immense majorité de l'espèce humaine, à tel point qu'au début du manga on nous présente Roux étant la dernière représentante de son espèce, de l'espèce humaine, ce qui du coup en fait aussi l'objet de toutes les convoitises dans ce monde qui maintenant n'est plus gouverné que par des robots. Et c'est vrai ou pas? Ou tu nous spoil pas tout de suite? Je vous spoil pas tout de suite, on va peut-être un peu avancer sur voilà comment on découvre un peu cet univers. Alors moi, Earth Gear, c'était un manga que, à l'époque, parce que comme tu as dit, il y a eu quand même un gros gap de parution, si bien que le tome 1 est sorti en 2019, si je dis pas de conneries, en France.
Donc ça fait déjà un petit moment. Mais on était hypé parce que... Et on était hypé parce que c'était le successeur de Black Torch, donc qui était un autre manga du même auteur paru chez Kiun avant. Donc l'auteur c'est Tsuyoshi Takaki, pardon, je l'avais pas dit. Black Torch c'était un récit, on va dire, plus d'urban fantasy avec des ninjas, mais version moderne, des ninjas commando quoi, qui se battent contre des démons. Et on avait été bien hypé par ce titre parce qu'on avait vraiment affaire à un auteur qui arrivait à donner un nouveau souffle. Moi, je dirais surtout graphique dans le shonen de bagarre, quoi, de bagarre avec du fantastique. Et donc, on était très attentif à ce qu'allait être sa prochaine œuvre. Et donc, Earthgear est arrivé finalement assez rapidement après Black Torch. Et ce qui était, moi, la bonne surprise à l'époque pour moi, c'était qu'on quittait l'univers un peu urbain, un peu presque, je dirais... classique du shonen un peu d'aventure fantastique pour aller vers un environnement beaucoup plus SF avec vraiment des thématiques là pour le coup qui vont vraiment piocher dans la plupart des grandes œuvres de SF. Ça va parler de robots, donc forcément ça va parler d'humanité, ça va parler de philosophie, de rapport à la science, qu'est-ce qu'on met dans les mains des robots et à quel moment les robots possèdent une personnalité, une âme, et tout ça, c'est des trucs qu'on a déjà vus et revus dans pas mal d'œuvres, mais je trouvais ça très intéressant de voir ce que cet auteur-là, avec sa patte très shonen bagarre et compagnie, allait pouvoir exploiter, quoi. Ouais, on n'avait pas trop vu de manga dans ce genre avec ce graphisme-là et cette teinte-là à cette époque-là, au moment où c'est sorti le tome 1. Ouais, sachant que c'est marrant parce qu'au final, d'ailleurs l'auteur il le dit lui-même, je crois, dans le premier petit avant-propos du tome 1, il dit qu'il s'est lancé dans un shonen de science-fiction mais qu'il est lui-même beaucoup plus littéraire que scientiste. Et c'est vrai qu'au final, il a surtout, je pense, utilisé ça pour mettre en avant des thématiques, comme j'ai dit, sur qu'est-ce que c'est que l'humanité. Mais au final, c'est vrai que la partie vraiment, on va dire, robotique, en fait, finalement, on est face qu'à des robots qui ressemblent à des êtres humains et qui se battent comme si c'était finalement des héros de shonen de fantasy. Donc au final, la partie robotique n'est pas tant développée que ça, mais elle est pas mal, en fait, finalement, développée dans l'à côté du manga, qui est tout ce qui est le contenu un peu augmenté que tu as entre les chapitres. Tu as pas mal d'éléments qui te développent un peu le lore et en fait, qui vont te donner par petites bribes la chronologie un peu de ce qui s'est passé, quoi, parce que le manga commence vraiment dans un univers post-apocalyptique, c'est-à-dire que les humains ont disparu et on est vraiment dans un monde un peu désertique avec des ruines de civilisations humaines, mais qui sont peuplées soit par des robots qui ressemblent à des humains, soit par des espèces de grosses machines qui sont tous et toutes drivées par leur protocole, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis une machine qui est à la base là pour faire le ménage, je vais continuer à faire le ménage quoi qu'il arrive pour l'éternité. Si je suis une machine de combat, je vais me battre, quoi. Et en fait, on va petit à petit comprendre à travers tous ces petits textes un peu d'interchapitres qui sont assez habilement faits parce que ils amènent vraiment les infos comme dans le roman World War Z, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment comme des extraits d'interviews, des extraits d'articles de journaux ou de romans ou de choses qui sont parues petit à petit. Et du coup, on découvre un peu aussi toute une espèce d'histoire à côté de l'histoire, quoi. Et c'est quoi la suite de l'histoire, justement? Comment ça se déroule, la lecture? Tu t'attends à quoi une fois que tu as passé le début de Roux et la dernière humaine? En fait, ce qui est assez bien foutu, c'est le premier chapitre qui est vraiment... on va découvrir l'univers avec les personnages, et les personnages, on va les découvrir aussi. Et donc, ça t'amène assez vite ce truc de « Ok, on a compris que Roux est la dernière humaine, on a compris qu'elle ne vit plus qu'avec des robots, qu'il y a un robot super balèze qui va devenir son protecteur et qu'il y a autour d'elle ce qu'on appelle des insane, c'est-à-dire des robots qui ont, avec le temps, vu leur programme, on va dire, un peu dégénéré et devenir des machines très dangereuses et qui pourraient l'éliminer potentiellement, quoi. Mais ils partent en quête, il y a un voyage. Voilà, c'est ça, parce qu'au final, ce qu'on comprend, c'est que donc pour sauver en tout cas pour rendre l'apparence de son oncle dont je parlais, qui était le robot qui l'a élevé, elle va devoir aller vers une espèce de cité qui s'appelle Evenland et qui est censée être une cité où, en gros, vivrait un gear un ingénieur super balèze qui peut développer des technologies capables de rendre l'apparence, en tout cas de ressusciter, on pourrait dire, entre guillemets, son oncle. Et donc elle va partir en chemin pour ça. Mais le fait qu'elle soit la dernière humaine, forcément, tous les robots qui vivent sur cette terre et qui ne savaient pas que les humains étaient encore en vie, ça va forcément les attirer, les intriguer, voire ils vont devenir une menace pour elle, quoi. Et ensuite, comment ça se... Est-ce que tu sens la pause quand tu arrives sur la fin, avant même de lire la fin?
Parce que c'est quoi? C'est les 2 derniers tomes, les 3 derniers tomes qui sont vraiment écartés? Ouais, oui. Moi, je dirais, moi, je crois que il y a eu les 3 premiers tomes qui sont sortis, et après, il y a eu une grosse pause, et c'est peut-être les 4 derniers qui sont arrivés après. Et effectivement, je dirais que le manga, il est construit un peu. Il est assez court, hein, il fait 7 tomes, mais il est construit autour de, je dirais, 4 arcs principaux. On a le premier, c'est vraiment la découverte de Roux et de sa quête, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui va la lancer. Donc là, elle va partir sur les terres désolées avec ce Chrome qui va la protéger. Ils vont être plus ou moins attaqués par des insane de faible génération, quoi. C'est les premières menaces, quoi. C'est un peu le truc classique au shonen. Dans le shonen, les premiers adversaires sont pas des adversaires très dangereux finalement. Après, on va avoir un deuxième arc qui va être le Valhalla, donc qui est une espèce en fait finalement d'étape avant qu'ils arrivent dans cette fameuse cité qui s'appelle Evenland, et qui est en fait une sorte de colisée qui est devenue vraiment genre une arène où la plupart des gears de combat s'affrontent à l'intérieur, et on comprend que à la tête de ce Valhalla, de ce colisée, il y a un espèce de super gear de commandement, enfin qui est un ancien gear de combat classe officier de commandement, qui s'appelle Odin, et qui lui en fait veut globalement gouverner sur ce colisée et amener les gears de combat à s'affronter entre eux. Et voilà, lui il les manipule pour en faire une arme pour lui, quoi. Et Chrome étant un combattant super balèze, il va se retrouver dans ce colisée à affronter des robots hyper stylés et hyper balèzes. Et là, forcément, on est carrément sur un chemin shonen assez balisé, quoi. C'est-à-dire que ok, ça y est, on est dans un colisée. Et je dirais que voilà, ça c'est le deuxième arc, c'est comment ils vont résoudre cette phase-là, quoi. Et après, le troisième arc, c'est le moment où on va un petit peu plus en savoir. On a passé le Colisée, on va passer sur Evenland, on va vraiment avoir une vision beaucoup plus précise de ce que va être Evenland. Et il y a deux nouveaux personnages qui vont entrer en scène qui sont très importants, qui sont R et D, et qui sont en fait 2 gears de presque politique ou de recherche et développement. De recherche, oui, c'est R&D, c'est recherche et développement, mais vraiment sur le sens de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'ils incarnent chacun une vision vraiment de ce que c'est que comment on organise l'existence. Et donc il y en a un qui va être plutôt la version libérale, c'est-à-dire on essaye de trouver comment pousser les gens à développer leurs capacités et aller le plus loin possible dans l'émancipation. Et l'autre qui va être plus la version conservatrice et qui dit non, mais si on est trop dans l'émancipation, trop dans la liberté, là ça devient dangereux. Donc il faut protéger nos acquis et tout ça, quoi. Et en gros, ce qui est assez bien foutu, c'est qu'on capte, enfin ça on le capte pas au début parce qu'on comprend pas trop, d'ailleurs c'est ça, on comprend un petit peu plus tard, mais en gros Roux et Chrome, ils vont se retrouver un peu pris en charge par ces 2 entités, et donc il y en a une qui va décider de les protéger globalement dans leur quête et les aider à arriver jusqu'à Evenland, et l'autre qui va dire non, mais s'il y a une humaine qui arrive à Evenland, ça peut être potentiellement un danger, donc il faut plutôt qu'on les élimine. Et donc ensuite on arrive donc au 4e arc et à la fin. Voilà, et le dernier arc, c'est vraiment quand Roux est arrivée à Evenland et qu'elle va finalement interagir avec ces 2 entités qui sont R et D, ils vont lui proposer un choix très important à prendre, et ça va être vraiment ça la toute dernière. C'est tout le dernier tome, en fait, c'est vraiment le choix de Roux, quoi. Qu'est-ce qu'elle va décider à partir des infos qu'ils lui ont données, quoi. Mais c'est vraiment la dernière humaine ou pas du tout? Du coup, ce qu'on apprend effectivement au moment où elle découvre ces 2 personnages, c'est qu'elle n'est pas la dernière humaine, que en fait les derniers humains, ou en tout cas ceux que connaissent R&D, ils ont décidé de s'exiler dans une espèce de colonie en orbite autour de la Terre, et ils sont tous en cryostase, ou je sais plus comment on dit, ils sont tous en sommeil, quoi, entre guillemets, dans l'espace, dans l'attente que des gears reconstituent le monde qui a été détruit pour eux, pour qu'ils reviennent au bon moment. Et en gros, le choix que offrent les 2 personnages à Roux, c'est ils lui donnent une télécommande et ils lui disent maintenant c'est toi qui décides si les humains doivent revenir sur Terre ou pas, quoi. Parce qu'au final, si la Terre elle est comme ça, c'est à cause de vous. Donc, et en gros, chacun, celui qui est libéral va plutôt dire moi je suis plutôt favorable au fait que les humains reviennent parce que je pense qu'ils peuvent ramener de la vie, de l'espoir et tout ça. Et l'autre elle va dire en fait c'est un peu eux qui sont responsables de la situation dans laquelle est la Terre, donc moi je pense que c'est pas une bonne idée de les ramener. Et en gros c'est à elle, la dernière humaine, de décider de la destinée de sa propre espèce. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au final ces 2 personnages là,
sont très très opposés sur les idées quoi, politiques on va dire, mais ils sont d'accord pour être pas d'accord quoi. Ça j'ai trouvé que c'était un truc qui était assez malin pour le coup. Et t'as bien aimé toi cette fin? Bah moi j'ai bien aimé parce que c'est vrai que bon je suis passé un peu vite sur le moment où en gros les deux R et D décident de les prendre soit sous son aile soit en opposition au héros, parce qu'à ce moment-là il se passe un truc qui est assez classique. J'ai un peu ressenti à ce moment-là les mêmes écueils qu'il y avait eu dans Black Torch, c'est-à-dire que j'avais vraiment la sensation d'un manga qui avait plein de promesses et qui nous précipitait plein de choses, parce qu'à ce moment-là, en fait, on va avoir une espèce de défilé de robots super balèzes qui vont affronter Chrome et qui vont s'affronter entre eux et tout, et on a l'impression que c'est genre... Bah là, en gros, j'ai tous les designs trop stylés que j'avais imaginés pour cette série que j'aurais pas le temps de développer parce que bah, je sais pas pour quelle raison il a décidé qu'elle soit aussi courte, mais je vais tous vous les mettre en 2 tomes quoi, et du coup c'est un peu frustrant parce que tu te dis waouh, il y a quand même plein de nouveaux persos très cool en plus cet auteur a quand même une grosse qualité, c'est la force de ses designs, de ses chara-design. Il arrive vraiment à rendre des personnages extrêmement stylés, extrêmement vite, en mettant un petit peu trop de fanservice quand c'est des personnages féminins, mais bon, en tout cas, il a quand même une capacité à rendre ses personnages classe. Et à la toute fin, au tout dernier tome, on arrive vraiment sur un truc beaucoup plus philosophique, vraiment beaucoup plus posé, quoi. Il n'y a plus du tout de bagarre, c'est vraiment que Roux qui discute avec les chefs d'Evenland et qui doit décider finalement de la destinée de l'espèce humaine, et ça offre une espèce de respiration à la fin après d'avoir eu cette espèce de road trip interminable de bagarre et tout. Et moi j'ai trouvé ça assez habile d'arriver à finalement amener ces thématiques-là, en ayant réussi à combiner à la fois voilà, le côté très dynamisme, action, bagarre, et d'arriver finalement à un message, en tout cas des questionnements comme ça aussi profonds dans une œuvre voilà, quand même shonen à la base. Je trouvais ça assez balèze quoi. Ça s'appelle Herd Gear aux éditions Kiun, signé Tsuyoshi Takaki, et c'est en 7 volumes. Si jamais tu veux rajouter un dernier mot, Robin, c'est le moment. Bah, ce qui est assez sympa aussi, c'est le côté par rapport justement à cet équilibre entre shonen et thématique plus profonde, c'est tous les petits bonus de fin de tome où en fait c'est 2 personnages qu'on découvre au début du manga qui sont le professeur Isaac et Marie qui est un peu sa servante, et à chaque fois ils vont nous faire un petit bonus où ils vont nous expliquer, nous vulgariser des concepts scientifiques ou des théories philosophiques et tout, et c'est assez ludique et assez cool. Enfin, voilà, moi je trouvais que c'était assez sympa aussi. Merci Robin. La suite maintenant, c'est avec un manga qui s'appelle Oshinoko, et c'est ton choix à toi, Johnny. Pourquoi ce choix ? Parce que le premier tome, on en avait déjà parlé et il était très, très what the fuck. Franchement, tu peux pas t'attendre à une histoire comme ça où au début, tu as l'impression que c'est très coloré, puis tout d'un coup, bam, ça part dans un truc que tu piges pas. Tu piges pas ce qui s'est passé. Alors, c'est quoi l'histoire, justement ? C'est quoi ce truc le que tout tu début, piges pas ? c'est un truc assez simple. C'est le docteur Goro qui est obstétricien, il est dans un hôpital de campagne, il est loin de tout, et il est surtout très loin du monde coloré et plein de paillettes dans lequel évolue Ai Hoshino, une jeune adolescente de 16 ans, qui est ce qu'on appelle une idol, donc une chanteuse au succès grandissant, et dont il est un fan absolu. Avec les lightsticks, tout ça, il va dans les concerts, il fait ouais. Vous voyez le truc. Bref, c'est de là où on se rencontrait dans des circonstances assez mouvementées, et l'un des deux ne s'en sortira pas. Mais, non, je rigole, les deux vont mourir. Et spoil très vite, même s'il y en a un qui meurt sans vraiment mourir. Et c'est là où en fait il y a un truc trop bizarre. C'est qu'à la fin du tome 1, on est dans une histoire de réincarnation. En gros, elle est enceinte à 16 ans, elle accouche de 2 jumeaux. Le docteur, il meurt parce qu'il est attaqué par quelqu'un. Il se réincarne dans un de ses jumeaux. Et le docteur avait une patiente, il n'avait pas une patiente, il était en conversation avec une patiente dans l'hôpital qui, elle aussi, meurt et qui se réincarne en sa sœur jumelle. Mais les deux ne le savent pas. Donc, on a un obstétricien fan d'une idole qui se réincarne en enfant de son idole, et donc sa patiente qui est sa sœur jumelle désormais. Exactement. Est-ce qu'il garde ? C'est pas vraiment sa patiente, mais il garde ses souvenirs de quand il était obstétricien. Donc, et elle, pareil, celle qui était morte, elle avait, 11-12 ans, je crois, elle garde aussi ses souvenirs. Donc on a au début un peu le côté cringe du Tensei, quoi. Et les deux sont fans inconditionnels de cette idole. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vivre 4 ans de bonheur entourés de leur idole en disant « Ouais, maman, mais t'es trop forte, je veux être comme toi, etc. » Bam, elle meurt parce qu'elle est agressée par quelqu'un. Et là, c'est la fin du tome 1 et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et en gros... Il se passe déjà beaucoup de trucs pour un tome 1. Énorme. Et du coup, le tome 2, on les retrouve au collège, lycée plutôt, au lycée. Et ils ont 2 objectifs. La fille, c'est de ressembler à sa mère
et de devenir une idole super reconnue. Et l'autre, c'est de trouver son vengeur, c'est de trouver son tueur pour se venger d'avoir tué sa maman, mais en même temps la personne dont il était fan absolu. Donc du coup, c'est quoi ce manga? C'est un thriller? Franchement, au début, tu t'attends à un thriller avec une enquête un peu polar et tout. Et au final, en fait, au fil du tome, on oublie cette histoire de réincarnation. On tombe dans une critique de la société du divertissement. C'est vraiment, chaque tome est centré c'est un condensé d'informations sur le monde du show business, mais en général, ça peut être des idoles parce qu'on en parle dès le départ, mais ça va vite dériver sur les émissions télé, sur les tournages de films, sur le théâtre, et du coup, on voit tout passer, les metteurs en scène, les producteurs, tout est passé au crible. On voit énormément d'envers du décor, surtout le show business qu'on voit pas forcément nous de prime abord en tant que personne lambda qui regarde la télé, etc. Mais c'est toujours avec un prisme assez enfantin, adolescent. C'est-à-dire que eux, ils évoluent dans le monde du show business en tant qu'acteurs, ils veulent être reconnus parce que le docteur, lui, son but, c'est de trouver le tueur. Le tueur, il sait qu'il est dans le monde de l'acting. Alors lui, il va devenir le meilleur acteur pour pouvoir se rapprocher de ces gens-là. Et donc, on a tout ce panel d'adolescents qui évoluent, que ce soit aussi en youtubeur, tabloïd avec les paparazzi. Bref, il y a vraiment énormément de choses qui passent. Et on a cette critique du monde du divertissement dans son ensemble qui est assez intéressant. En tout cas, j'avoue que je pensais pas que, un manga japonais se permettrait de faire une critique aussi. Elle est assez virulente par moment parce qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche quand ils parlent du show business. C'est pas tout est haut en couleur. Ils passent vraiment au crible tout. Genre, par exemple, je sais pas moi, les producteurs qui vont dans des bars à hôtesses pour signer des contrats, il faut les faire boire, il faut que tu amènes des jolies filles, etc. Donc vraiment, tout y passe et c'est assez intéressant. Par rapport à Actage, parce que Actage, je trouvais que le maudit Actage, c'était pas très critique, c'était très. Mais tu vois, Actage, c'était vraiment centré sur comment se passe le monde du théâtre, mais vraiment aussi. Faire véhiculer les émotions, montrer le théâtre. Et je pense que Actage n'aurait pas été directement un concurrent à Oshinoko, c'est autre chose. Mais pour le coup, j'ai pas lu tous les tomes qui étaient sortis à l'époque. Mais c'est là où ils arrivent bien quand même à moduler dans Oshinoko, c'est que on a pas mal de choses. Chaque tome est plus ou moins centré sur un divertissement. Il y a toujours un petit fond de bon alors, c'est qui le tueur ? On cherche, mais finalement, on va le voir arriver très très tard. Le plan de la vengeance pour le tueur, on le voit arriver seulement au tome 11, donc il ne reste plus qu'en gros 5 tomes, c'est en 16 tomes. Et entre-temps, on s'est centralisé sur le théâtre et tout, la façon. Et j'ai une question. Vas-y. Le côté médecin, parce que s'il garde toute sa mémoire, il est encore obstétricien dans sa vie. Soi, il pourrait. En reparle ou pas du tout ? Non, on reparle de son rêve. En gros, on parle de son enfance. Il est devenu obstétricien parce que, en gros, sa mère est morte en l'accouchant. Et du coup, ses parents adoptifs lui ont dit vas-y, ce serait bien que tu deviennes obstétricien. Alors que lui, son rêve, c'était de devenir chirurgien cardiaque. Et il finit acteur. Et il finit acteur. Puis acteur. Il finit acteur. Problème de riche. Hein. Mais c'est assez sympa comment évolue le manga parce qu'on s'y attend pas forcément. Et surtout, ça devient encore plus what the fuck. À un moment, vers la moitié, on apprend qu'il a un demi-frère. Donc, il a un demi-frère qui a 4 ans de plus que lui. Donc, ça veut dire que déjà, il va trouver que le tueur, son père, il avait 15 ans quand il a couché avec sa mère. Donc, ça veut dire que son demi-frère, c'est-à-dire qu'il avait 11 ans. Et là, on tombe dans les travers du show business, où en gros, ça va être une histoire de pédophilie d'une actrice super vieille qui a jeté son dévolu sur un petit garçon. Et là, tu fais ah ouais, putain, on va loin. De ça, quoi. On va loin. Mais ça reste toujours bien fait. Franchement, le dessin est assez incroyable pour ça. Que ce soit les couvertures, on le voit, c'est très, très coloré, très pop. Mais quand tu alignes toutes les couvertures devant toi, tu vois le changement. À un moment, t'as des tomes qui sont tout noirs. Et là, tu sais que ce qui va se passer dans ce tome, ça va pas être un truc très, très jojo. Et parfois, tu as des demi-couvertures. Tu as une partie blanche, une partie noire. Et là, tu sais que c'est un tome de transition. Et c'est vraiment assez bien fait. Bref, je vous passe les détails, mais vers la moitié, en fait, on apprend que Aqua, donc la réincarnation du docteur, il a fait 100 tests de ADN pour trouver son père. C'est comme ça qu'il a trouvé son demi-frère. Parce qu'il a fait des tests de plein de gens et il avait une forte probabilité que cette personne soit son demi-frère. Donc on a un petit côté médical. Le demi-frère, il est réincarné aussi ou Non, c'est un mec normal. Mais il a dépensé quand même 37 000 € pour avoir tous ces tests ADN. Je fais putain, la vache. Et il y a un truc qui se passe vers la fin, c'est que ils sont tiraillés par l'histoire de se venger et on voit une sorte de personnage, mais tu sais pas s'il est réel ou pas. C'est une sorte de gamine entourée de plein de corbeaux avec des plumes qui volent. Et tout d'un coup, il va dire bon alors, tu vas jouer avec moi ?
Et elle arrive en tant que... C'est une petite gamine et elle arrive en tant que vraie personne qui joue. Et là, j'ai fait, mais attendez, mais... Parce que, alors moi, j'interprète ce personnage comme étant la réincarnation d'un oiseau, d'un corbeau qui a été... Mais ça, tu le sais qu'après. Tu le sais que 2 tomes après. Qu'ils ont sauvé un corbeau. Oui, mais au début, tu le sais pas. Et c'est ça qui était bizarre, c'est que en fait, tu penses que c'est dans leur tête. Tout d'un coup, ils viennent avec eux dans la scène, tout le monde les voit, tout le monde voit la gamine, etc. Et après, tu comprends qu'en fait, ils ont sauvé un oiseau au tout début quand ils étaient jeunes, et qu'en fait, cet oiseau, c'est une sorte de dieu. C'est très shintoïste aussi. Il y a plein de dieux. Bref, c'est assez sympa. Il y a même une conversation entière avec ce dieu petite fille. Et en tout cas, le tome 16 est un dénouement assez prenant. J'avoue que les 2 premiers chapitres du tome 16, en gros, c'est le dénouement de voilà, la vengeance est faite. C'est la fin de l'enquête. Voilà. Il a trouvé qui était le tueur. Mais il reste quand même 4-5 chapitres où en fait, le premier, tu apprends que c'était un faux dénouement. Et il y a un vrai dénouement de fin où là, moi, j'avoue, j'étais pas trop d'accord. Il enlève son masque et en fait, c'était moi le tueur. Non, c'est qu'en fait, il y a un personnage qui meurt à la fin. Et j'avoue, ça me fait chier. Et en même temps, si j'avais pas cette fin de ce personnage qu'on perd, bah, ça serait trop happy ending. Ce serait pas un manga marquant. T'aurais voulu quoi comme fin ? En fait, t'as 2 fins possibles. Tout le monde est content à la fin, la vengeance est faite et tout le monde est vivant. Et t'as la fin qu'ils ont faite, il y a un des personnages qui meurt et là tu fais ouais mais la puissance du manga en fait c'est souvent malheureusement la puissance des histoires en général, c'est qu'il faut perdre un personnage pour comprendre que le personnage était vraiment bien. Et moi c'est pas tant la perte de ce personnage qui m'a fait mal, c'est les gens à côté. Il y avait une histoire d'amour qui était dessus. Et franchement, les pages de cette histoire d'amour, quand j'ai vu comment c'était dessiné, quand elle était sur son cercueil, j'avais tellement mal pour elle, c'était horrible. Ça a bien marché du coup. Ça a marché, c'est pour ça que je me dis un happy ending. J'aurais bien voulu voir l'happy ending avec cette personne où ils vivent un beau rêve. Et ils l'ont fait pseudo sur 3 pages en disant tu vois, ça c'est ce que tu aurais pu vivre. Bon, bref, on s'en fout. C'est hyper cruel du coup. Non, parce que la corbeau a dit alors t'as bien aimé ce que t'as vu, mais c'est toi qui l'as créé, hein, c'est pas moi. Bref. J'aime bien la corbeau. Et non, mais ça marche en plus. Mais du coup, tu sais, par rapport au manga qui propose des fois 2 fins alternatives, non, mais t'aurais eu 2 fins alternatives. Non, en vrai, la meilleure fin, c'est celle qu'ils ont présentée. Ça me fait vraiment chier parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était très prenant, mais la fin. C'est le prix du sang. Mais c'est ce qu'il faut. Je pense que c'était vraiment un bon manga. J'étais très heureux de l'avoir lu très rapidement, mais très très heureux. 16 tomes, fallait pas faire plus parce qu'on a dépeint vraiment la critique est assez globale et ça nous fait réfléchir sur énormément de choses. Non, c'était vraiment une bonne lecture. Pas de tome de trop d'ailleurs, tu sais, les tomes c'est un peu long au milieu là où. Non, parce que le début c'est vraiment pour te mettre un peu dans l'ambiance. Il y a une sorte de faux tournoi entre des acteurs où en gros ils doivent jouer une pièce de théâtre qui a été adaptée d'un manga et c'est la mangaka qui choisit qui gagne ce terrain. Au final, on ne sait pas qui a gagné, mais t'as une panoplie de personnages assez restreints, on va dire une dizaine max, qui sont tous dans leur rôle, ils sont assez charismatiques. Franchement, c'était un bon truc. Il n'y a pas de tome de perte, il n'y a pas de tome d'en trop. Et maintenant, tu détestes le show business japonais ou pas ? Alors, moi, je savais que le show business serait un peu ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des petites choses où je fais oui, d'accord, ok. Je déteste pas, mais je m'attends à un truc comme ça, oui, c'est sûr. Le tome 16 est sorti en édition normale et collector au début du mois de décembre. Ouais, j'ai pris un collector, 30 €. Tout est dispo. T'es content de ton collector ? Tu l'as ouvert ou tu l'as laissé ? Je l'ai pas ouvert parce que j'ai pas eu le temps et puis je me vois pas installer en fait dans le collector. Il y a une petite scène où tu peux mettre ton idol avec tes comment on appelle ça là, tes standees. Et je fais non mais je veux pas faire ça déjà parce que mes filles elles vont me le prendre, me casser. Du coup non, je ferai ça quand j'aurai une maison, tu vois. Donc un jour peut-être. C'est signé Akasaka et Mengo Yokoyari. Est-ce que tu as un dernier mot au sujet de Oshinoko ? Les coups sont vraiment belles. Akasaka, il avait fait Kaguya-sama Love is War et Mengo, c'est une dessinatrice. Elle a fait une autre série que je vais lire parce que c'est plus une romance. Alors c'est pas un triangle amoureux, mais c'est une sorte de 5 personnes là qui sont, mais ont l'air pas mal. Scam Swish ? Oui, c'est ça. En anglais. Fait. Oui, en français aussi. aux éditions Noé Graphics. Ok, merci. Merde, je pourrais pas le lire. si, je pense qu'il est encore. Ça fait partie des mangas qui sont sortis. Je sais plus. Bref, c'est dispo aussi si t'as envie. Oshinoko, c'est terminé. Et c'est à toi, Julie, avec donc l'habitant de l'infini, Bakumatsu, qui est donc le spin-off de l'habitant de l'infini.
Et tout à fait. Donc on va retrouver Manji, l'immortel, alors qu'il revient d'un voyage aux Amériques, ce qui n'est pas banal en 1850. Et de retour au Japon, on arrive au début des années 1860 et on va lui confier une nouvelle mission qui est donc de protéger un certain Sakamoto Ryoma, qui est, comme tout le monde sait, quand on a un peu étudié l'histoire, un fervent loyaliste qui va chercher donc à s'opposer au gouvernement du shogun pour rebâtir le pouvoir impérial, et donc essayer donc de créer de façon plus ou moins pacifiste une révolution politique pour faire entrer le Japon dans la modernité. Et c'est là où les choses se compliquent, puisque donc en fait tous les personnages qui vont apparaître tout au long des 10 tomes de l'Habitant de l'Infini Bakumatsu sont des personnages historiques. Et on se retrouve beaucoup à essayer de démêler le vrai du faux, puisqu'il y a vraiment une succession d'événements historiques, de dates précises, de batailles qui sont vraiment retransmises ou bien dont on entend parler à travers les personnages. Et il faut donc reconstituer le puzzle de cette fresque en fait qui va s'étendre sur à peu près 5 ans. Jusque au début de la guerre de Boshin, qui est donc le début de ce qu'on a appelé la révolution japonaise en tant que telle. Il a vraiment tout pompé à Samurai Deeper Kyo, du coup. C'est dingue qu'il continue, même sur les spin-offs, quoi. N'écoute pas Cagnard, n'écoute jamais Cagnard. Pour un lecteur de l'Habitant de l'Infini, on se situe comment ? Et comment ? Alors, c'est-à-dire qu'on se situe, c'est après, c'est vraiment la fin de l'Habitant de l'Infini. On retrouve Manji dans le dernier vraiment chapitre, alors qu'il est déjà à l'époque Meiji. Et donc là, c'est finalement ce qui se passe entre les deux, entre la fin de toute son histoire avec Jin face au Ito-ryu et l'arrivée de Meiji. Donc Meiji, c'est après 1868. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre 1850 et 1868, grosso modo, sauf que là on va vraiment se concentrer sur donc la fin de ce régime shogunal, donc entre 1864 et 1868. Et la suite du récit, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est vraiment une espèce de condensé de clin d'œil et de contenu dédié aux fans d'histoire du Japon. Parce que il y a au Japon une grande communauté de personnes qui ont lu à travers beaucoup de séries populaires, qu'elles soient dans les romans ou dans les émissions de télé ou dans des films, etc. Des gens qui sont fans de cette période. Et nous, on a des petits aperçus à travers les mangas notamment, puisqu'il s'agit de la fameuse période du Shinsengumi, avec cette espèce de... Donc, ils sont là. La troupe d'élite. Brigade du Shinsengumi. C'est la troupe d'élite qui était censée donc protéger le pouvoir impérial, alors que vraiment il était remis en cause par de plus en plus de fiefs et que ça va péter à différents endroits pendant ces quelques années, quoi. C'est les mousquetaires. Les CRS de l'époque. Il y a un côté je me suis dit, quel serait l'équivalent français ? Et en fait, imagine-toi donc une espèce de grande saga sur la Révolution française, mais où donc tous les héros seraient appelés à participer. Donc tu vois des Robespierre, tu vois des Danton, tu vois, et même des Marat. Mais là, on te fait des petits clins d'œil de genre, hey, en fait, Charlotte Corday, c'est la petite fille d'une espionne de Louis XIV. Et en fait, c'est exactement ce que tu trouves, parce qu'il y a tout au long des 10 tomes des connexions qui se font avec ce que toi tu as lu dans l'Habitant de l'Infini. Est-ce qu'il y a quand même ce côté un peu fantastique qu'il y avait dans l'Habitant de l'Infini, les mecs qui ont des têtes greffées sur eux, des choses comme ça, genre ces personnages historiques qui sont un peu retravaillés à la sauce fantastique du Alors attention, Julie n'aime pas qu'on dise que l'Habitant de l'Infini c'est fantastique. Ça, c'est un long débat, ça. Mais non, mais là, alors j'allais y venir, c'est qu'il y a quand même un problème avec
la volonté de rester collé à la réalité historique, qui est beaucoup plus présente finalement dans cet arc Bakumatsu, parce que en fait, il y a des photos de Seigo Takamori ou des gens du Shinsengumi, donc on peut pas leur faire des looks trop improbables, même si d'autres productions s'en sont chargées. Exactement. Dans Samurai Deeper Kyo aussi, ils se sont pas embêtés. C'est pas la même période. Arrêtez avec Samurai Deeper Kyo. Exactement. Mais Kenshin, il a le droit par contre. C'est la bonne période, c'est ça en fait. Mais il n'y a pas de période dans Samurai Deeper Kyo. C'est maintenant et dans le passé, c'est tout le temps. Mais et donc il y a peut-être moins de flamboyance en fait dans le chara-design. Ils ont l'air beaucoup plus terre à terre. Et effectivement, les designs étant moins marqués, il y a des fois des petits problèmes de reconnaissance en fait. Si t'as pas vraiment une bonne connaissance de ce qui se passe à tel moment, ou si t'as pas bien suivi le fil, tu peux vite être perdu parce qu'il y a énormément de personnages. Ouais, alors moi c'est ça. Autant je comprends donc le côté fanservice, histoire du Japon. Mais il fait quoi, Manji? Il se bat, il enquête, il se bat. Il tue des gens, il tue des monstres. Il tue évidemment beaucoup de gens. Non, il y a quand même un passage, pareil, qui est très sympa quand toi tu as lu L'Habitant de l'Infini, c'est qu'ils reviennent sur l'origine de ses pouvoirs, parce qu'il y a à nouveau une espèce de recherche scientifique ou pseudo-scientifique qui est exercée sur son corps, ou bien où tu apprends qu'en fait, ce qu'il avait laissé il y a presque 190 ans, dans les douves du château là, de Edo, où il y avait plein d'expériences scientifiques très très tordues et très très inhumaines, et ben en fait ça a continué, et qu'il y a eu des accidents de parcours, et qu'ils ont compris comment utiliser certaines découvertes qu'ils avaient faites, et là c'est encore plus glaçant si tu veux, parce que tu te rends compte que il n'y a pas du tout le temps en fait d'explorer toute la cruauté que ça peut symboliser, quoi. Et là ça va très vite. C'est vraiment 10 tomes qui s'enchaînent assez rapidement. C'est vraiment un exercice compliqué, j'ai trouvé, parce que tu vois que donc le dessinateur qui est Ryo Suenobu, je crois que c'est quand même quelqu'un qui est jeune, qui commence en tout cas en tant que mangaka avec vraiment un morceau énorme, d'être comparé avec une de ses... Enfin, lui, il est archi fan. Ouais, mais Samurai, il avait commencé aussi. C'est compliqué. Mais il tient la comparaison malgré tout. Et c'est là où c'est difficile. Moi, j'ai envie de l'encourager, mais quand tu as aussi peu de place, aussi peu de temps, tu peux pas explorer tout le potentiel de certaines scènes. Et en plus, au niveau du dessin, même s'il essaye de se rapprocher de certaines choses que Samura a fait dans son travail, il n'y a pas toute cette chorégraphie, toute cette vraiment à nouveau flamboyance des corps en mouvement, parce que les combats que tu vois dans L'Habitant de l'Infini, c'est des spectacles en fait, c'est des spectacles sanglants, c'est des spectacles barbares, mais là on est beaucoup plus vraiment dans à un moment j'ai noté dans mes notes la fête à la tripaille, ça vole dans tous les sens, il y a un côté très jouissif de haha c'est la série Z, il y en a partout, mais au final on est quand même beaucoup plus sur un produit de fans, de gens qui ont connu déjà cette première série et qui sont là pour retrouver des personnages, parce que évidemment à la fin du tome 10 il retombe sur ses pattes, on finit dans les mêmes lieux du début de L'Habitant de l'Infini et de la fin de L'Habitant de l'Infini. Donc d'autant tout est bouclé. Le scénariste, lui aussi, je crois que c'est celui qui est scénariste sous l'égide de Samura, mais bon, je pense que les deux sont sous sa direction. Ouais. Kenji Takigawa, c'est aussi une de ses premières séries sous son nom, sous ce nom-là en tout cas. Et Samura laisse un petit message à la fin. Non, alors même pas un petit postface, rien du tout. Il y a à partir du tome 8, on a des petits messages du dessinateur.
mais qui sont beaucoup plus des espèces de soupapes justement pour souffler un peu du rythme et des choses qui sont dessinées, parce que c'est vrai que ça charcute à tout va, c'est vraiment le Magimix du carnage, quoi. Et non, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir eu de retour plus large, peut-être avec une optique de qu'est-ce que c'est de travailler sur quelque chose qui est aussi culte. Voilà. Alors on leur a peut-être pas laissé effectivement la parole à ce sujet, mais t'es contente au final ? Ben moi j'étais contente parce que je suis fan et que c'est une période que j'aime beaucoup et qui est de toute façon devenue tellement une espèce de terreau à fiction que c'est limite à l'inverse, j'ai envie d'avoir un vrai livre d'histoire traduit pour justement démêler le vrai du faux, parce que je ne pense pas que le Shinsengumi ait eu des geôles souterraines où il faisait des expériences sur l'immortalité et que le docteur du shogun de l'époque était en train de financer tout ça. Enfin, c'est dommage parce que c'est fun, mais bon, malheureusement il y a ça aussi rappelle des une choses autre imagerie, on va dire militaire, avec très nazie, avec les expériences sur les soldats. C'est marrant parce qu'en fait je trouvais aussi que justement sur l'imagerie militaire il s'était fait plaisir, parce que il y a en fait c'est la période qui est traitée, le Boshin, tout ça, c'est vraiment le barreau d'honneur des samouraïs. Après ils n'existeront plus, ils disparaîtront de l'histoire du Japon et ils vont vraiment perdre leur titre, perdre leur pouvoir, et il y a vraiment cette image dans le tome 6 où tu vois Manji enfin habillé des pieds à la tête dans une armure de samouraï, quelque chose que même lui n'a jamais vécu avant, alors qu'il a plus de 100 ans d'existence à ce moment-là. En vrai, quoi. Juste pour ça, j'avoue, ça me donne un peu envie de voir quand même. L'habitant de l'infini Bakumatsu, c'est donc signé Ryu Suenobu et Renji Takigawa et donc Hiroaki Samura. C'est en 10 volumes. Si tu as un dernier mot, Julie, tu as la place pour le placer. Écoute, moi j'étais contente parce que bien sûr qu'il n'en restera qu'un et que c'est Manji. Julie, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais ma sauce préférée au kebab ? Samouraï ? La sauce Samura. Voilà, c'est ça la blague. Merci Cagnard. Merci Cagnard. Allez, bonne soirée. Non, reste là Cagnard, parce que c'est à toi de parler. Et donc après cette blague, tu peux enchaîner sur le manga que tu as choisi, celui qui s'est terminé cette année avec son 22e volume, The Fable. The Fable, publié chez Pika Éditions. Alors l'auteur c'est Minami Katsuhisa. 22 tomes terminés. Donc le résumé en quelques mots, on suit les aventures de Sato, qui est appelé The Fable, aka le meilleur tueur professionnel de la pègre japonaise. Malgré son statut de véritable légende dans le milieu, en fait son patron il va lui demander de tout mettre en pause et d'aller mener la vie d'un citoyen lambda à Osaka pendant une année. Et son plus grand défi, ça va être de devoir tenir une année entière sans commettre le moindre assassinat. Parce qu'il doit se mettre au vert ou parce que c'est un ordre sans raison ? En fait, on n'a pas vraiment l'origine de cet ordre. Il n'a pas fait une grosse connerie ou quoi que ce soit avant qu'on le... C'est juste son patron lui dit c'est ta mission, ta prochaine mission, voilà, c'est ça. Tu vas aller à Osaka, tu vas être accompagné et pendant un an, je veux que tu vives la vie d'un citoyen normal. Alors, The Fable, moi, c'est vraiment une série que j'ai adorée du début à la fin. D'ailleurs, je me souviens que la première émission où vous en aviez parlé, j'avais pas participé parce que j'avais pas aimé, vraiment. Enfin, j'avais pas aimé, j'avais trouvé ça très lambda, très basique. Et au final, je trouve que c'est vraiment une série qui est passionnante. Et c'est surtout une série qui a la capacité de surprendre le lecteur en changeant de ton assez souvent. En fait, The Fable, ça oscille entre les Sopranos, John Wick et le concept d'amitié de Fairy Tail, tu vois. Et c'est d'autant plus marquant quand tu prends le ton du début de la série, le ton de la fin. Et quand tu prends un pas de recul, tu te dis putain, mais en fait, il y a eu vraiment différents tons abordés à différents moments dans le manga. Ouais, parce que le premier tome, le début, il y a beaucoup de vannes, quoi. Oui, c'est ça, dans mes souvenirs, c'est presque une comédie, quoi, au début. Ouais, dans la première partie, en fait, on va surtout suivre Sato et sa capacité à s'intégrer à un quotidien plutôt banal. C'est vraiment vélo, boulot, dodo. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que lui c'est un tueur quand même, il a l'habitude des milieux mafieux et tout, en fait Sato il va s'intégrer parfaitement à ce quotidien. Alors ok, il a quelques petites erreurs, quelques petits décalages, il est pas très bien adapté à la société, mais il se trouve son petit boulot, il commence à se faire des amis, commence à y avoir un petit love interest. En fait, cette première partie elle est assez lambda. La particularité et cet humour dont vous parlez, ça vient vraiment
de Sato. C'est lui qui a cette forme de puriste. En fait, Sato, c'est une espèce d'artiste de l'assassinat. C'est un virtuose, mais du coup, comme beaucoup d'artistes, il est vachement dans sa bulle aussi. Par exemple, il regarde Non-Stop, une sorte de show humoristique où toi, lecteur, tu ne comprends rien. Mais vraiment rien. Lui, il est pété de rire devant, et c'est fait exprès parce que toi, en tant que lecteur, on te donne des éléments pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans cette intrigue. Les dialogues n'ont tellement aucun sens. J'ai toujours pas compris de quoi ça parlait. Et pour comprendre Sato aussi dans l'absolu, je crois que dans le tome 1, il y a une scène où il tombe sur des mecs un peu éméchés, et lui, il sait qu'il peut les éclater en 2 secondes, et il ne le fait pas, et on part sur un combat qui devient finalement une scène humoristique. Ouais, c'est ça, il se fait tataner exprès, mais il va le faire plusieurs fois dans la série pour justement couvrir un petit peu ses arrières. Du coup, on en apprend un peu plus sur la mafia ou pas ? Alors dans cette partie, justement, vu qu'au final tu t'intéresses assez peu à Sato, et d'ailleurs même arrivé à la fin du manga, on en saura assez peu sur Sato au final, cette première partie, elle se concentre beaucoup plus sur l'organisation mafieuse qui est derrière lui. Et franchement, c'est un des aspects que j'ai préféré. Je trouve qu'il y a un parallèle assez fascinant à faire avec la série Les Sopranos. On est dans une mafia qui est un peu champêtre. C'est Osaka, tu vois, mais c'est pas la mafia tokyoïte avec le strass, les bar à putes, les paillettes. Là, tu sens que c'est limite un peu de la mafia de banlieue, tu vois. La mafia provinciale, quoi. Provincial, le mot est pas bon parce que c'est quand même à Osaka, mais c'est là que je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire avec les Sopranos. C'est vraiment la mafia de jogging basket, en fait. C'est alors attention, ça veut pas dire que c'est une mafia qui est drôle et compagnie, mais c'est comme dans les Sopranos. Dans les Sopranos, ils sont dans le New Jersey, ils sont pas à New York. C'est vraiment les mafieux de la banlieue quelque part. Et en fait, il y a toute cette petite ambiance qui se pose vachement bien dans la première partie où t'apprends à comprendre ce système qui est un peu comme dans un John Wick, se suffit à lui-même, quoi. Ils sont autosuffisants, ce système mafieux. Parler de tout ça, tu me donnes envie de voir des films de Guy Ritchie avec des mafieux anglais. Mais du coup, il y a un fil rouge parce que 22 tomes juste sur ça, non, il y avait une. Alors oui, évidemment, il y a un fil rouge, mais un fil rouge qui n'est pas si évident à déterminer comme ça, parce que Sato n'a pas d'objectif au début, il n'a pas d'objectif personnel, c'est une mission qu'on lui a donnée, et en gros, sa mission, c'est ennuie-toi. Vraiment, du coup, oui, ça ressemble plus à un test qu'à une vraie. C'est ça, mission, ouais. C'est exactement ça. Et lui, en plus, comme je te dis, il a l'air de s'adapter plutôt bien à la vie. Et finalement, il aime bien ne pas faire grand-chose. Mais du coup, c'est une tranche de vie. On est un peu sur la tranche de vie au début. C'est ça ma question. Est-ce que c'est une tranche de vie, genre des chapitres un peu autoconclusifs au début, ou vraiment ça s'accélère avec un fil rouge, avec quelque chose comme ça ? Alors au début, on a plutôt des petites histoires, ça fait rarement un chapitre, mais souvent 2-3 chapitres, et dans ce que j'appelle la deuxième partie, ça va s'accélérer assez rapidement finalement. Parce que si Sato, il a pas le droit d'assassiner, ça veut pas dire pour autant qu'il va rien se passer. En fait, très rapidement, tu vas avoir des embrouilles entre les différents clans, et justement, le fait que l'accent soit mis sur le côté un peu local de la mafia, limite une mafia de quartier, ça a tendance à t'endormir. T'es un peu en mode cocooning, genre, il va pas se passer grand chose de très grave au final. Ils sont tous en jogging, ça a l'air à peu près sympa. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est là que Sato, le professionnel, entre vraiment en scène. On est sur une partie qui concentre beaucoup plus toute sa narration sur le combat. Une chose qui n'a pas été forcément beaucoup faite dans la première partie. Et c'est une phase avec une atmosphère très particulière. En fait, je pourrais la rapprocher d'un manga qui s'appelle Under Ninja, chez Pika Édition aussi. Et si je dis pas de bêtises, ils sont sortis à peu près en même temps. Ils ont tous les deux ce côté bizarroïde. Dans les deux cas, c'est des séries qui injectent de l'absurde dans des séries de genre, dans du polar, dans de la mafia. Mais ils tombent jamais vraiment forcément dans l'absurde comique. C'est vraiment une subtile frontière qui t'emmène pile à cet endroit du malaise. Et à côté de ça, les deux séries, elles savent parfaitement briser ce rythme avec des scènes d'action qui sont hyper millimétrées, des doubles pages de folie, des personnages secondaires tout aussi badass. Je pense à Yoko, la sœur de Sato, qui se dévoile vraiment au fur et à mesure de l'intrigue, et tu découvres qu'elle est trop forte aussi. Et il y a un vrai côté gunfight à la John Wick. Donc dans cette deuxième partie, c'est comme si on te rappelle à la réalité de... Non mais attention, Sato c'est le meilleur tueur, il est intouchable absolument. Et je crois que c'est une partie qui a déçu quelques lecteurs qui aimaient plus la première partie, avec beaucoup plus d'ambiance posée, où là on en arrive vraiment à des scènes d'action, et moi ça m'a donné vraiment un second souffle à la série, quoi.
Et Shimazaki in the Land of Peace reprend aussi un peu ça. C'est vrai, mais on l'avait évoqué quand on avait parlé du titre. Alors, une fois que là, en fait, en tant que lecteur, on t'a bien remis les pendules à l'heure, tu vois. On t'a bien remis, Sato, il va pas tuer, mais par contre, il va devoir prendre les armes à certains moments. Oui, t'as dit première partie, deuxième partie, donc troisième partie. Et là, dans la troisième partie, on va sur un truc qui est un petit peu plus basique. On va voir apparaître un nouvel ennemi, et c'est lui qui va nous tenir en haleine, en fait, pendant toute cette partie. Il s'appelle Yamaoka. C'est un mafieux qui est assez haut dans la hiérarchie, qui fait partie du même clan que Sato. Par contre, il est pas carriériste du tout. Lui, c'est un puriste du meurtre. Il ne vit que pour l'excitation du combat et il a un penchant très prononcé pour la mise en scène. Et moi, j'adore ce genre de perso. Si vous remarquez depuis tout à l'heure, je vous dis que le héros s'appelle Sato. À votre avis, à qui me fait penser ce méchant qui arrive à Sato, le vrai Sato. Il n'y a pas le vrai ou le faux Sato, Robin. Enfin, Sato. Et on est vraiment dans le même genre de personnage qui est hyper calculateur. Bon là, il a des pouvoirs magiques en moins, on va dire, mais il est hyper calculateur. Moi, je trouve il y a vraiment un côté Yamaoka Sato, c'est le même combat. On est sur le genre de bad guy qui te donne envie de continuer. Alors effectivement, lui il est calculateur et il est tellement calculateur qu'il va pousser Sato, celui du manga, pas celui d'Ajin, mais des vrais noms, à venir l'affronter directement. Et je trouve qu'il y a une recrudescence de persos un petit peu comme ça, de bad guys qui sont des professionnels tarés, parce qu'il est taré, hein, vraiment. Yamaoka, il va se mettre toute la pègre à dos juste pour pouvoir affronter Sato, parce que Sato est tellement une légende. Et c'est la fin, le duel ? C'est la dernière partie, c'est vraiment leur affrontement qui va durer sur plusieurs chapitres. T'as des nouveaux persos qui arrivent, et là on est vraiment sur un bon équilibre entre les scènes de gunfight et les scènes d'ambiance qui fonctionnent très bien. Alors si vous voulez connaître la fin exacte, alors, tu spoil ou tu spoil pas ? Allez, spoil. Ouais, je vais spoiler. J'ai même pas besoin de spoiler techniquement, parce que la fin, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus surprenant. On est quand même depuis le début dans un manga noir. Il y a des meurtres. C'est très violent à certains moments, parce que c'est le comportement de la mafia, comment ils doivent se débarrasser de cadavres. On est sur tout cet aspect professionnel de la criminalité, quoi. C'est l'amitié de Fairy Tail. Et là, bam, on arrive à la fin. Happy end. On est vraiment dans Fairy Tail. Il y a le patron de Sato qui débarque et qui dit Robin, tu avais vu juste. Tout ça n'était qu'un test. Vas-y maintenant, Sato. Tu n'es plus obligé d'être tueur. Et maintenant, je veux que tu parcours les routes pour aider les gens. Ok. Il y a même un truc. Alors, j'avais pas vu juste jusque-là, quand même. Et chaque jour, un chat va apporter le journal du lendemain devant ta porte. Mais du coup, c'est hyper surprenant, parce que Sato n'est pas tout seul. Il y a d'autres tueurs et compagnie. Et c'est vraiment comme si tout le monde se quitte en se serrant la main, en disant en vrai, t'as plus vraiment besoin d'être tueur. Il y a même une réflexion assez moderne et inquiétante en même temps, parce que moderne dans le sens où son patron dit au tueur, en vrai, on est à une époque maintenant où on n'a plus vraiment besoin de tueurs. Et donc il leur redonne leur liberté, en gros. Mais de l'autre côté, si tu connais un petit peu, tu comprends que c'est parce que la mafia va passer à un autre niveau et va faire des trucs toujours aussi dégueulasses. C'est juste qu'ils vont laisser partir. Et donc le manga se termine avec Sato qui part sur les routes et qui va faire le bien. J'ai vraiment pensé que c'était un spin-off des Routes du Paradis. Genre, tu sais, dans chaque ville, il va devoir faire le bien. Et cette fin m'a vraiment beaucoup surpris, vu la tonalité du manga. Au Japon, c'est une mi-fin, parce qu'il y a une partie 2, il y a une partie 3. Oui, et je pense qu'il le sait quand il écrit cette fin, parce que Sato dit vraiment à tous ses amis, je pars mais je reviens. Je vais faire un tour du Japon et je vais revenir. Donc très rapidement, on va embrayer sur la saison 2 qui comporte 9 tomes qui s'est terminée au Japon. Et là, ils ont lancé une saison 3. De ce que j'ai pas réussi à avoir le résumé de qu'est-ce qui se passait vraiment à ce moment-là, mais tous les personnages de la saison 1 sont de retour. Donc je pense que voilà, Sato a rangé les armes, mais finalement on fait une fausse fin, en fait, c'est pas fini. Moi c'est fini, The Fable. Fini, oui. The Fable. Et je suis pas bien sûr moi. que Pika sorte la suite. Je suis pas sûr non plus. Mais vraiment un manga que j'adore, qui a un ton très différent, très particulier, qui peut autant t'avoir sur des, tu sais, c'est Sakamoto Days, mais d'une manière un peu réaliste, quoi. Ça va pas couper des immeubles, mais par contre, ça va quand même avoir des techniques de combat hyper développées et tout. Donc pour tous les petits kiffos qui aiment bien le polar et les yakuza, franchement, The Fable, 22 tomes, je trouve que c'est pas trop long non plus. On va peut-être commencer les émissions comme ça. Salut les petits kiffos. Salut les petits kiffos. Salut mes kiffeurs. Et voilà, c'était ma fin de série. Tu sais que moi je déteste en plus les fins de série. Ouais.
Celle-ci, j'y ai pris vraiment plaisir pour ce côté un peu happy end et tout. Tu m'as donné un truc que j'attendais pas. C'est signé Katsuhisa Minami. Le 22e tome est sorti au mois de septembre. Tout est donc disponible en France. On termine cette émission et alors là, je vais être sans pitié sur le spoil. Je tiens à prévenir. Ouais, ça me fait un peu chier. Mais... C'est comme ça, Johnny. Avec The Ichinose Family's Deadly Sins, Taizan 5 revient après le succès du péché originel de ta copie et donc signe une œuvre qui, encore une fois, frappe bien fort dès le premier tome. Émotion brute, noirceur, le point de départ est simple. On a Tsubasa Ichinose, un collégien qui se réveille à l'hôpital après un accident. Et comme lui, les 6 membres de sa famille sont tous frappés d'amnésie. Ensemble, ils vont tenter de reprendre le cours de leur vie, de se redécouvrir et puis peut-être de trouver certains fragments de leur passé. Mais très vite, l'atmosphère un peu chaleureuse se fissure et ça glisse tout doucement vers un terrain plus trouble. Chaque membre des Ichinose apparaît un peu comme une énigme. Chacun peut cacher les pires secrets qu'on retrouve avec les chambres de la maison. Ça, c'est un des premiers trucs qui marque au début. C'est quand ils ouvrent la chambre. T'as Tsubasa qui ouvre sa chambre, t'as sa petite sœur qui ouvre sa chambre, t'as le grand-père après qui ouvre sa chambre, t'as la mère qui ouvre sa chambre. Et à chaque fois, t'as des espèces de mystères, de chambres super étranges qu'on découvre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que toutes les chambres dans la maison... le même couloir. Ouais, c'est dans le même couloir, dans la façon dont c'est fait dans la maison. Et ça donne un côté assez étrange. Donc on est dans le Jump avec un héros Tsubasa qui aime le foot, par ailleurs. Mais on le voit pas jouer au foot. Non, on le voit pas jouer au foot, mais il met des maillots de foot. C'est un petit kiffos. Aussi. Qui se retrouve donc dans la peau d'un héros du Jump, parce qu'on est vraiment dans le Weekly Shonen Jump. Il est innocent, il est fonceur, il est babette parfois, mais il lâche rien, et on touche à des thèmes en même temps assez rudes. On va toucher au début au harcèlement scolaire, aux relations toxiques, aux rapports complexes à la nourriture, à la prostitution adolescente. On va toucher à des thématiques. Tu dis ah ouais, quand même, t'es allé jusque là. Donc le premier tome fonctionne comme une succession de révélations. On va découvrir les protagonistes un à un, à commencer donc par Tsubasa, je vous le disais, puis après sa sœur. Il y a le deuxième tome, ça s'enchaîne et là on accélère brusquement puisque les révélations se succèdent et on plonge davantage dans les abysses du passé familial. Mais alors là, le foyer est ravagé. Les problèmes des uns, les problèmes des autres se concluent par une sorte de suicide collectif de toute la famille. Qui ouvre. À la base, ils ont un accident de bus. Qui ont un accident de voiture, effectivement. Donc finalement, c'est un suicide collectif en voiture qui ouvre sur un mec qui est là dans la famille, mais personne ne sait qui c'est. Non, d'abord sur une boucle temporelle. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais c'est parce qu'il y a ce mec-là qu'on connaît pas. Alors attends, on y arrive. Et donc voilà, c'est brillant, c'est inattendu, mais on se dit ok, qu'est-ce que c'est que ce récit ? On est sur les comportements en société, mais en fait c'est un manga de SF finalement, puisqu'on va jouer sur les boucles temporelles. Qu'est-ce que c'est ? Donc fin du tome 2, puis on arrive au tome 3, et là on sort la carte simple, tu sais, celle du papy un peu foufou de la famille, qui lui se souvient de tout. Il est déjà à sa 2000e boucle. Tu fais ok, ça j'ai les codes, c'est bon. En plus il est prof de physique à la fac, ça colle, tout marche. Et lui, pour Tsubasa, c'est sa seconde boucle. Donc il commence à se rappeler de trucs. Ok, donc tout est cohérent, sauf que il change de père. En effet, il change de père. Je sais pas d'où ça sort. Alors si, tu sais un peu d'où ça sort. Après, tu le sais ensuite, mais voilà, ça fait beaucoup de révélations. Et ça, c'est 2 tomes et demi, à peine 2 tomes et demi. Il y en a combien en tout là ? 6 tomes en tout. Et limite, je trouve qu'il y en a un de trop. Mais ok. c'est assez ébouriffant. Donc voilà, coule une boucle, on connaît les codes, mais non, c'est Hunger Games, nouvelle règle. En fait, Tsubasa, il est pas dans une boucle temporelle, il est dans le coma. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce manga ? Parce que pour moi, c'est à chaque fois qu'il y avait l'accident, il refaisait la boucle. C'était pas ça ? Mais ça c'est au début. Oui, ça c'est au début. Après, et ensuite, après, Hunger Games, nouvelle règle. Faut bien te maintenir, donc ils ont autre chose à te proposer. Donc ils voilà. ont triché sur Alice in Borderland. Hein. Moi, et finalement, en fait, là, on se rend compte, faut me suivre, que les parents font les mêmes rêves que lui. Ah oui. Qui est dans le coma, et donc dans ses rêves, en fait, ils sont tous amnésiques, comme dans le tome 1. On est cohérent. Et on bascule ensuite sur la relation parentale avec tout ce qu'elle implique, la dimension d'avoir un enfant dans le coma à l'hôpital, etc. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la roulotte des problèmes, ou la roulette si vous voulez. On la tourne, on arrive sur Alzheimer pour un des grands-parents. Puis plus ça va, plus tu penses qu'avec ce manga, tu sais pas où tu vas, mais l'improbable scénario, au fur et à mesure, ça devient crédible.
Il n'y a rien de crédible dans ce que je vous raconte, ça fait que quand toi tu le lis, tu t'es à fond dedans. Et t'as Tsubasa qui fonce comme un perso du Jump. Mais du coup, le but, c'est quand même qu'il sorte du coma, ou il y a des gens qu'on... Eh bien, à un moment donné, justement, il a une quête. Arrivé après de la moitié du manga, il doit récupérer ses souvenirs pour effacer son amnésie et accepter son passé. Ok, il a une quête. Ouais, non mais ouais, pourquoi pas. Ça se tient. Et on se doute que dans la quête avec Tyson 5, vu ce qu'il avait fait sur ta copie, le passé il doit pas être vraiment réjouissant. D'autant que tous les membres de la famille dans son rêve ne souhaitent pas qu'il retrouve ses souvenirs, donc là on se dit ça cache un truc de malade. Et en effet c'est pas glorieux tout ce qu'on découvre. Et puis vous voyez parfois quand nous dans la vraie vie, je sors du manga, quand on rêve, par exemple des fois tu sais, genre on doit se lever tôt le matin, on a un rendez-vous important et on rêve qu'on se réveille pas ou qu'on se réveille en retard, et dans ce même rêve on se rend compte qu'en fait c'est un rêve et qu'on n'est pas du tout en retard mais qu'on est à l'heure, mais en fait là aussi c'est un rêve, tu te réveilles, ça s'imbrique encore et encore, et finalement tu te réveilles et fais il est que 2h du matin, je suis pas du tout à la bourre, je me rendors. Bah là c'est un peu ça dans Ichinose. T'as l'impression d'être dans une rêve, ça s'imbrique. Un rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, dans le coma, dans une boucle. Et ça devient de plus en plus dramatique en plus. Et ça devient très dramatique. S'ils ont osé mettre un petit côté joyeux au début, ça me nuise du coup, vraiment de manière drastique. Il a violé des gens ou c'est quoi? Bah ça c'est à toi de voir si tu veux connaître le secret de ta copie. Bon, ça colle pas mais non, on attend impatiemment qu'il sorte du rêve parce que ouais, c'est ça, on a envie de savoir le pourquoi. Enfin, du rêve, de la boucle temporelle, du coma. Finalement, à un moment donné, on se demande qui se fout de nous, quoi. Mais du coup, c'est raconté comment? C'est toujours vraiment... du point de vue de Tsubasa. Ouais, c'est ça, parce que ça a l'air d'être comme un récit choral. Il y a plein de personnages et tout leur passé. Non, oui, on et tout passe ça, par d'autres persos aussi. Le grand-père, il a sa phase. Toujours par le regard de Tsubasa. D'accord. Okay. À chaque fois, c'est lui qui fait ça. On a même une ellipse. Je vous ai dit, Weekly Shonen Jump. On a une ellipse. À un moment donné, il sort du coma au bout de 4 ans et ils ont tous pris 4 ans. Et il devient Hokage. Tranquille, quoi. Au bout d'un moment, on comprend aussi le titre, puisque Deadly Sins, The Ichinose Family's Deadly Sins, péchés capitaux, combien il y en a? 7. Combien ils sont dans la famille au début? 8. 6. Je sais pas, je dis un chiffre au hasard. Donc là, du coup, tu te dis, il y a un problème. Bon, bah, réponse dans le tome 4. Et puis au final, le manga alterne beaucoup entre la vie incroyable sur le papier qu'il aimerait avoir et la réalité sombre. Il a tué son frère. Et on nous présente vraiment tout avec des personnages qui changent de rôle, le père qui devient quelqu'un d'autre, ou genre un frère qui devient un inconnu, qui redevient son père. C'est un rêve, c'est vraiment le concept du rêve qui est what the fuck. Là, un rêve fiévreux, hein, par contre. Ouais, carrément. Du coup, la fin a été cohérente avec tout ce que t'as lu et t'as bien aimé. Bah, comment dire? On est presque sur un récit d'aventure. On a le voyage, on a la quête, on a les embûches, les rebondissements, on a même des boss presque. Je suis vraiment épaté comment les auteurs arrivent à nous produire ça, à créer dans le cadre un peu rigide du Jump des choses aussi radicalement différentes avec des thématiques super dures. Parce que franchement, on parle vraiment bien des différentes thématiques au fur et à mesure. On ressent des choses, on a des sensations, on a parfois du mal-être, on a plus souvent du mal-être d'ailleurs qu'autre chose. Je me souviens de ça. Beaucoup de malaise, parce que même si on parle beaucoup de tous les petites techniques SF, boucle temporelle et compagnie, c'est un manga qui est très social pour le coup. Donc qui te ramène vraiment à une individualité, une humanité où t'es impliqué avec les personnages, vraiment. Puis graphiquement, tu te mets dedans aussi. Enfin, le malaisant, moi je sais qu'il était aussi graphique avec les perspectives, avec le dessin très. Moi, les sourires forcés, ça je sais que c'est les trucs que t'aimes bien, là, les sourires forcés. J'adore, parce qu'au final, il va être question de beaucoup de dons de soi dans ce manga, d'égoïsme aussi, j'ai retenu cette volonté acharnée de vouloir se créer des souvenirs avec les gens qu'on aime, ou avec sa famille, mais c'est vraiment la volonté de vouloir se mettre tellement la pression, une pression souvent démesurée, pour que tout se passe bien, pour que tout soit parfait. Il y a la famille qui vient, je veux que tout soit parfait. Mais non, on sait que ça marchera pas, on sait que ça sera pas parfait, et ça transpire ça aussi dans la fin de ce manga. Et donc, vous vous demandez... Oui, on se demande. C'est quoi la fin? C'est quoi? C'est une boucle temporelle? C'est un rêve? Finalement, il se réveille, il fait tout va bien. Mais tu peux même pas dire, en fait, tout ça n'était qu'un rêve. Oui, ça c'était au tome 2, mon pote. Oui, on a plein d'autres trucs à raconter derrière. Une boucle de rêve. Comment ça se termine? Ça se termine, ça va. Ok. Bah, très bien. Mais... Bizarrement, ça va à la fin.
peut-être un peu trop en fait. Quand tu découvres pourquoi il au singulier, il au pluriel, on fait cette série de rêves, le pourquoi du comment, je vous le donne pas, ça, je vous laisse le découvrir quand même. Je suis pas sûr qu'on serait tous passés outre de toute cette histoire, mais le happy end façon Jump l'emporte. Donc happy end. Positif quand même. Positif, happy end. Réinsertion dans la société. Alors, j'hésite entre le happy end et le mettons tout ça, toute cette poussière sous le tapis, puis on avance. Une question assez précise. Est-ce que le daron continue à vendre du poulet ? Du poulet frit ? Je crois qu'on oublie un peu. Oh merde. C'était la partie bizarrement qui m'a le plus attristé, je crois, du manga, où tu vois son quotidien. Enfin, bon, il faut lire le manga, mais. Enfin, donc c'est le père, effectivement, qui se retrouve vendeur dans un KFC ouais. par exemple, ouais. Mais non, moi, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est que elle est autant un problème avec la nourriture, alors que lui en rapporte tous les jours. Enfin, ça m'a plus mis mal au cœur pour elle que pour lui. Allez, les deux. Ouais, pas de toute façon, il nous met tous il nous met tous du malaise. Sur un barème de Lost, tu lui mets combien ? C'est quoi ce barème de Lost ? Bah parce qu'en termes de série mystérieuse, Hitlinose, c'est un des trucs les plus mystérieux que j'ai pu lire. Ouais, mais finalement on comprend à la fin. Enfin non, peut-être pas Lost tant que aussi, ça. on comprend la fin, arrête. En fait, fais gaffe. Donc il est à 20 sur Lost. J'ai vérifié sur Reddit si tout le monde comprenait bien la fin, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas si clair que ça pour tout le monde. Ouais, la toupie. Ouais. C'est bien la toupie. Donc non, en échelle de Lost, ouais, je mettrais 2 Jacob. Ok, Jacob. très bien. 2 tomates. Voilà, c'est en 6 volumes. Allez, ça se lit. Le dernier volume, il est aux 2/3. Après, on a des bonus. Attends, ça veut dire... Ah oui, d'accord. Okay. Donc, c'est pour... J'aurais bien enlevé 3-4 chapitres. Et est-ce que les bonus, c'est... Et si la boucle, en fait, avait été comme ça et pas comme ça ? Non, t'as des bonus marrants, puis t'as un autre travail de l'auteur qu'il a fait sur une... Est-ce que c'est comme la taille Titan ? Ils sont au cinéma. Et en fait, on nous donne une fin alternative. Non, c'est un vrai happy end. C'est un vrai happy end. Et surprenant, vu le ton du manga, c'est vraiment surprenant. Parce que t'as vraiment envie de leur dire, non mais d'ailleurs c'est une des thématiques du manga. Alors est-ce que ça vaut le coup de se souvenir vraiment parce que c'était un peu chaud ce que vous aviez avant. J'étais presque déçu en fait que ce soit un happy end. Je comprends. Ils seraient tous entretués à coups de couteau, je sais mais pas. Là, c'était. Là, c'était un film de Haneke, c'était plus le Week Challenge. Ou un souhait personnel, je sais pas. Mais oui, t'as raison. Mais bon, bah voilà. Enfin, c'est le Happy and Jump qui l'emporte. The Ichinose Family's Deadly Sins de Taizan 5, si vous voulez. C'est aux éditions Kana, et donc ça s'est terminé en début de cette année 2025. Merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on va la jouer Nostalgie. Les mangas oubliés. Nostalgie. Les mangas oubliés seront au programme. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Merci. Bonsoir.